j'ai jamais rencontré ce type-là avant, ni aujourd'hui. Et ce type-là m'a donné un chèque de 25 000 $ pour faire sa plateforme web. Pour l'épisode du jour, je pars à la rencontre de Marco Bernard. Marco est un entrepreneur chevronné qui a lancé plus de 21 boîtes dans sa vie, rien que ça, et qui crée aujourd'hui du contenu audio et vidéo autour de la création de podcasts. Il y a une chose que je remarque va permettre aux gens de vraiment se connecter à la personne qui raconte. Et c'est le fait d'autoriser les gens à accéder à nos émotions. Il a publié depuis 2014 le chiffre fou de 500 épisodes de podcast. Il accompagne aujourd'hui des centaines d'entrepreneurs avec l'entreprise qu'il a construite, l'Académie du podcast. Ça va aider le fait de se mettre en action, mais surtout d'accepter que dès le départ, qu'on le fasse tout de suite ou qu'on le fasse dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an, il n'y aura rien de parfait. Son but, permettre à chacun de débloquer la force du storytelling et de l'audio pour se démarquer et vivre de sa passion. Le jour où j'ai commencé à réaliser à quel point c'est important de laisser les gens entrer et de leur donner accès à mes émotions, ça a tout changé. Dans cet épisode, vous allez apprendre comment faire de vos émotions des atouts dans votre activité, pourquoi les idées à elles seules ne vous sont d'aucune utilité, et surtout, pourquoi votre but devrait être de lâcher prise par rapport à la perfection afin d'en faire un avantage compétitif pour votre activité. Alors les amis, c'est parti pour cette merveilleuse rencontre avec Marco. Salut Marco. Salut, ça va bien? Bah oui, très bien. Et Ouais. toi? Oui, ça C'est va moi bien, normalement merci. qui dis ça va en premier. Ça va, ça va, ça va. Génial. Je réfléchis beaucoup moi en ce moment autour de la création sur un thème qui est important pour moi, qui est celui de dans tout ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous rend le plus vivant. Mhm. Donc c'est la première question que j'avais envie de te poser. Toi, dans toutes tes activités, et avant même qu'on aille creuser dans ton parcours et dans toutes les péripéties, c'est quoi les trucs qui te donnent le plus la pêche, la motivation, qui te font le plus vibrer? Ah, il y a tellement de choses. Je pense que la principale chose, d'abord, c'est le contact avec les gens. Ouais. Ça, moi, j'ai toujours été faut comprendre que je suis un gars de sport, déjà. Donc, mon passé... C'est quoi ton sport de prédilection? mon sport, moi, j'ai joué au hockey pendant des années. Allez, des un années, vrai Québécois. Un vrai Québécois, exactement. Ça s'entend, d'ailleurs. Un petit peu. Un peu. J'hésitais entre québécois et anglophone. Mais... Et donc, ouais, c'est ça, j'ai joué au hockey. J'ai été impliqué énormément dans le hockey, comme joueur d'abord, mais aussi après comme dirigeant. J'ai eu D'accord. une équipe de hockey à moi. Et puis, j'ai toujours été un gars de gang. Donc, de répliquer ça, puis j'ai réalisé ça quand même très, très récemment. De répliquer ça, j'ai répliqué cet effet de groupe-là, cet effet de gang-là, j'ai répliqué ça dans mes entreprises par la suite. Et c'est là que je me sens comme un poisson dans l'eau, comme on pourrait dire. Là. Je suis vraiment... j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette énergie-là des gens, du contact avec les gens. Puis j'ai fait un truc avec des clients récemment dans un mastermind dans les Caraïbes. Et on s'est rendu compte encore une fois que l'énergie qui est là avec les gens, à quel point c'est magique. Donc vraiment, ça me drive énormément. J'adore. Moi, je partage ça aussi. J'aime bien parfois, je me sens comme le community guy, tu vois, le gars qui rassemble et qui fédère. Et c'est vrai que c'est une source de bonne énergie, on va dire, Exact, qui est vraiment présente. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ce que tu fais aujourd'hui, un peu les grosses casquettes que tu tiens pour que les auditeurs puissent te connaître aussi? Ouais, ben oui, avec plaisir. J'ai 2 entreprises principalement. Une première qui est une entreprise familiale. Je passe cette entreprise-là avec mon père et mon frère. Ça s'appelle Production Extrême. C'est une entreprise qui fait des vêtements et articles promotionnels. Alors, on a une trentaine d'employés. On est situé à Grenby, qui est une petite ville à 45 minutes à l'est de Montréal. Et j'ai une entreprise qui fait dans le podcasting, c'est-à-dire on est consultant formateur en podcasting, donc on aide les gens à démarrer, mais aussi à développer leur podcast, là, monétiser leur podcast également. Et dans cette entreprise-là, j'ai une petite équipe de 5 personnes avec moi et on a des clients un peu partout à travers le monde, là, autant en Europe qu'ici au Québec. Ouais. Je trouve ça vraiment cool parce que je vais pas toujours bifurquer moi vers l'entrepreneuriat, mais je trouve que toi, tu as une logique qui est entrepreneuriale, mais qui est aussi créative. Et c'est pour ça que je suis content de t'accueillir aujourd'hui. Tu es quelqu'un qui a commencé à travailler dans ces milieux-là, pas dans ces milieux-là, mais dans l'entrepreneuriat assez jeune, si je dis pas de bêtises. Ça a commencé par quoi au début? L'entrepreneuriat, ça a commencé... 16 ans, je crois, 15-16 ans, je lisais ça. Ouais, probablement même un peu avant ça, mais tu sais, on n'appelait pas vraiment ça une entreprise, mais c'était des initiatives, en fait. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait organiser des trucs, que ce soit des ligues de sport, que ce soit en tout cas, bref, plein de trucs, même étant adolescent. Et puis, à un certain moment, mon père m'avait dit, il nous avait dit à mon frère et à moi, si vous avez une idée de business, venez m'en parler, puis on verra. Mon père a toujours été entrepreneur dans sa vie. Il y avait une grosse job à l'âge de 18 ans.
Et il y avait des possibilités d'avancement pour être cadre dans une entreprise qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. Donc, probablement qu'il a fait le bon choix à ce moment-là. Et puis, lui a décidé de redescendre l'échelle tout en bas, de repartir dans une autre entreprise, une entreprise pour laquelle il pouvait éventuellement accéder à soit être un des partenaires, un actionnaire ou encore acheter carrément l'entreprise. Ouais. Et puis, c'est ce qui est arrivé au final. Il a acheté l'entreprise dans les années 80. Donc, effectivement, il nous avait dit, si vous avez une idée, et là, la première grosse idée qu'on a eue, c'est une idée de ce qu'on appelle ici un 14-17. Alors, un 14-17, c'est un club, une discothèque, Ouais. mais pour 14 à 17 ans. Alors, moi, C'est pas le truc le moins coûteux en plus, hein, de faire une discothèque? non, c'est ça, exactement. Mais quand j'avais cet âge-là, quand j'avais 14 à 17 ans, il y avait un endroit dans la ville où j'habitais qui littéralement réunissait tous les jeunes de la ville et cette place-là a fermé. Donc, l'entreprise a fermé. Et puis, ça faisait 2 ou 3 ans qu'il n'y avait pas qu'il y avait plus rien pour les jeunes de cet âge-là. Donc, la seule chose qu'il y avait à ce moment-là, si on voulait danser ou avoir des endroits où on pouvait se réunir avec les jeunes, c'était les écoles qui organisaient des danses d'école. Et finalement, j'ai proposé ça à mon père. J'ai dit, regarde, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas rien eu en ville. Je pense que ça pourrait être intéressant. Il y a un beau créneau pour ça. Moi, je suis allé, puis je pense que c'est intéressant. Donc, on a fait un mini plan d'affaires. On a décidé de se lancer. On a roulé ça pendant un peu plus d'1 année. Ça a été un vrai beau succès. Sauf dans certaines époques de l'année où c'est vraiment difficile parce que, faut comprendre que c'est des étudiants. Donc, les étudiants, l'été, soit ils travaillent, soit sont avec les parents en vacances, même chose dans le temps des fêtes. Donc, bref, il y a des moments de l'année que c'était vraiment plus difficile. Et c'est ce qui a causé la perte, en fait, un peu de cette entreprise-là, qui n'a pas fermé parce qu'on l'a juste revampé, puis on a fait un bar pour adultes finalement avec. Mais à travers tout ça, après, parce que ce bar-là éventuellement a été vendu, mais à travers tout ça, il y a eu plusieurs dizaines d'autres entreprises dans plein de domaines. J'ai fait de la photo, j'ai fait plein de trucs là, en lien avec l'aspect créatif un peu aussi. Mais je pense que j'ai vraiment trouvé une niche vraiment intéressante le jour où j'ai pu m'entourer de gens, comme je disais tantôt, là, pour être vraiment avec... de pouvoir avoir cet effet de groupe, de recréer cet effet de groupe-là. C'est quoi, toi, dans toutes ces expériences? Moi, je trouve ça assez fou parce que tu as vraiment t'as eu plein de casquettes tout au long de ta vie. Et je pense que tu vas en avoir encore plein, même si on connaît les 2 actuels. C'est quoi le fil rouge que tu as essayé de tirer pour t'emmener dans toutes ces expériences? Je pense que c'était surtout les choses qui m'ont vraiment branché et sur lesquelles je suis resté accroché un peu plus longtemps. Parce que la majorité des choses, ça n'a pas été des échecs. Ça a été juste... OK, je sais quelque chose, je trouve ça intéressant, parfait, OK, après ça, on passe à une autre chose. Donc, c'était vraiment l'aspect créatif et l'aspect groupe. Parce que l'équipe de hockey que j'ai eue, ça a duré pendant 15 ans. Ouais. Donc, j'ai été propriétaire de cette équipe-là, j'ai été directeur général, C'était où? C'est à Granby. Ouais. C'est une équipe de hockey junior. Donc, j'ai été propriétaire et par la suite, c'est-à-dire j'ai été directeur général et par la suite, j'ai été président et directeur général de l'équipe, tout en étant actionnaire également. Et puis, vraiment, les meilleurs moments, parce qu'il y a eu plein de moments très difficiles, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus propriétaire de cette équipe-là, puis que je ne suis plus impliqué avec eux non plus. Mais les bons moments que je me rappelle et que je veux me rappeler, que je souhaite me rappeler de cette époque-là de ma vie, littéralement, parce que 15 ans, c'est quand même un beau passage. C'est vraiment les moments où j'étais en groupe, c'est le moment où on a remporté le championnat, c'est le moment où on était dans le vestiaire après à boire dans la coupe avec le champagne. C'est ces moments-là, c'est les moments de groupe qui sont vraiment intéressants pour moi. Est-ce que tu vois aussi, toi, à quel point le groupe, au long de ton parcours, t'a aidé à évoluer, à passer à un niveau supérieur petit à petit, progressivement? Moi, je sais que c'est quelque chose que je prône beaucoup et avec le cercle dont je te parlais, c'est quelque chose qui est omniprésent chez moi parce que je vois à quel point l'entourage nous porte. Est-ce que toi, ça se vérifie aussi dans ce que tu as fait, dans ton parcours? De plus en plus. Et aujourd'hui, énormément, oui. Mais je l'ai réalisé probablement trop tard. Okay. Avoir réalisé ça avant, il y aurait eu plein de choses qui auraient été différentes. Mais bon, ceci dit, c'est pas un constat d'échec. L'idée, c'est vraiment de dire, OK, parfait, c'est ce qui a été, et après ça, on accueille ça et on passe à autre chose. Mais effectivement, si j'avais réalisé ça, la force de ce groupe-là, avant, ça aurait été différent, tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, tu bosses pas mal avec des
des podcasteurs notamment. Mhm. Quand tu regardes un petit peu cet univers-là, mais de manière générale l'univers de la création, est-ce que tu arrives à identifier certaines qualités ou certains états d'esprit qui permettent à un créateur de grandir, d'avancer, de se débrouiller, de progresser? Ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'il y a une différence marquée, notable, entre comment on crée du contenu au Québec et comment on crée du contenu en Europe. Vas-y. Et là, je généralise. Très bien. Je tiens à le dire tout de suite. Il y a des gens qui vont pas se reconnaître dans ce que je vais donner comme définition des créateurs européens, puis tout comme il y a des gens qui ne se reconnaîtront pas dans ce que je vais dire pour ceux du Québec. Et d'ailleurs, je tiens à te rassurer, moi je trouve que Inspiration créative, le podcast, a aussi une mission de... Moi, j'ai vraiment envie d'aider les gens à s'éveiller. Et donc, quand tu me dis ça, je me dis que c'est super intéressant pour tous les auditeurs français de se dire, OK, quelle est l'autre manière de faire justement au Québec? C'est pour ça que je suis là aussi, donc exact. Go ahead, fully. Donc si je commence par les Européens, c'est des gens qui, ceux que j'observe dans mon groupe, et encore une fois, je généralise, des gens qui sont très, très cadrés dans leur façon de créer le contenu. C'est des gens qui vont être très attentifs aux détails, qui vont vouloir que tout soit le plus léché possible avant d'avancer et qui vont vouloir que tout soit complet et de comprendre le plus possible l'écosystème dans son ensemble avant de commencer à faire le premier pas. Alors que le Québécois, lui, il va faire le premier pas et il va construire l'avion en vol. Alors, évidemment, il n'y a pas une façon qui est plus facile que l'autre, dans le sens où on sait qu'à force de faire des trucs, on apprend en les faisant, mais en même temps, si on fait n'importe quoi, ça donne n'importe quoi. Donc, il y a du bon dans les deux côtés. Ce que je dis, c'est que je remarque qu'il y a vraiment une belle différence. J'ai eu cet échange-là avec des Européens, justement, quand j'ai fait le truc au Mexique. Et c'est ce qu'on remarquait. Et les Québécois étaient d'emblée d'accord avec ce que je donnais comme ce que j'avais remarqué, en fait, là. Et même chose du côté des Européens, parce que, bon, évidemment, les Européens se reconnaissaient directement là-dedans. C'est comme si j'étais en train de les décrire concrètement. Mais après ça, si on va plus loin puis on regarde l'ensemble des Européens qui sont là et l'ensemble des Québécois, en général, c'est pas mal ce qu'on observe. Ouais. C'est quoi les avantages à garder de cette approche québécoise, justement, qu'on pourrait se dire, si on l'embrasse, nous, en tant que créateurs européens, francophones, pas francophones, européens, c'est bon mot, je pense, ça va nous aider aussi à progresser? En fait, c'est tout simplement de prendre action le plus rapidement possible, en fait, parce que ce que je remarque, c'est que souvent, il y a des Européens qui vont se poser des questions et qui vont retourner les trucs sans arrêt jusqu'à éventuellement plus savoir quoi faire. Et dans bien des cas, ils vont se raconter des histoires à eux-mêmes là, de pourquoi ils ne lancent pas tout de suite. Et bien ça, nécessairement, ça ralentit le processus énormément. Donc, c'est sûr que ça va aider énormément là, le fait ça va aider le fait de se mettre en action, mais surtout d'accepter que, dès le départ, qu'on le fasse tout de suite ou qu'on le fasse dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an, il n'y aura rien de parfait. Puis c'est un travail qui va se faire en cours de route. Donc, en tout cas, bref, c'est ce que je dis à mes copains européens. Puis à l'opposé, aux gens qui sont au Québec, qui prétendent souvent avoir ce qu'il faut parce qu'ils ont les États-Unis juste à côté, ils consomment énormément de podcasts, et là, ils se disent, oui, mais j'ai pas besoin de structure, j'ai pas besoin de rien, je vais juste m'acheter un micro, je vais commencer. Je leur dis, ça prend un peu plus que ça pour avoir un résultat au final. Puis tu as une logique, on voit ça, je trouve, nous, depuis la France, au Québec, qui est aussi plus ouverte vers le côté entrepreneur / business de notre activité de créateur. Moi, je trouve que c'est quelque chose auquel on doit se sensibiliser. Tu vois, peu importe ton métier dans la création, ça peut être très large, tu peux faire des choses très variées. Je pense que tu as souvent une casquette, en tout cas à partir du moment où tu veux vivre de tout ça, tu as une casquette à prendre quand même qui est celle aussi d'un entrepreneur, quoi. Et c'est quelque chose qu'en France, parfois, tu sais, tu as ce mythe un peu de l'artiste qui est très loin de l'argent et qui ne s'en préoccupe pas, alors que c'est un sujet aussi de se dire, voilà, comment je construis quelque chose qui vit et qui fonctionne, quoi. On a ça ici aussi au Québec, l'ensemble des artistes, on dirait, je dirais pas ont peur, mais veulent pas trop en parler. Parce que pour eux, faire de la création, c'est pas quelque chose qui se monnaie, c'est comme si on monnayait notre âme. C'est ça exactement. Mais
Mais au final, ça prend du pain et du beurre pour mettre sur la table. Hein? Ouais. Donc, je pense qu'il faut apprendre à vendre nos idées, il faut apprendre à vendre nos trucs pour faire en sorte qu'au final, on puisse être capable de... Et c'est... en quelque part, quand on pense de cette façon-là, c'est je trouve, on s'empêche de faire connaître l'art de façon encore plus importante. Parce que quand on parvient à vendre de belle façon nos trucs, ben, il va y avoir plus de monde qui vont le consommer. Il va y avoir nécessairement plus de monde qui vont être touchés par ce qu'on fait. Donc au final, ça peut juste être positif. Justement, sur ce sujet-là de savoir vendre ses idées, est-ce que toi, tu remarques des choses que tu fais maintenant par rapport à tes débuts qui te permettent de mieux vendre tes idées, que ce soit lié à la création ou même à l'entrepreneuriat en général? Est-ce qu'il y a des choses que tu as ajoutées dans ta façon de faire ou enlevées qui te permettent justement d'aller mieux vendre tes idées et mieux les faire rayonner? Ouais, clairement, parce que d'abord, au début, quand j'ai lancé, si je parle du podcast en tant que tel, quand j'ai lancé mon premier podcast, j'avais aucune stratégie en tête, aucune idée de monétisation. Mon idée, c'était de faire rayonner des gens, c'était d'informer les gens, c'était de les inspirer, mais c'était essentiellement surtout basé sur de l'information. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai réalisé la force du podcasting. On parlait juste avant de commencer l'entrevue d'un sommet virtuel que j'avais organisé en 2018. Et dans ce sommet virtuel-là, à un moment donné, j'ai réuni une vingtaine de grands entrepreneurs qui étaient là. Et dans ce sommet virtuel-là, à un certain moment, il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a appelé au jour 2 du sommet de 3 jours. Donc, le téléphone sonne, je réponds, c'est sur mon cellulaire, je réponds, et c'est un Jean-François qui est au bout du fil. Il me dit, Jean-François, il dit, je suis sur ton sommet virtuel, j'ai découvert ça sur ton podcast, j'ai su que, bon, tu faisais ton sommet virtuel, je me suis inscrit, je trouvais le sujet intéressant, et tu as aussi dit sur ton podcast que c'est toi qui as bâti toute la plateforme toi-même. Puis il dit, moi, j'aimerais ça enseigner la danse folklorique québécoise en ligne, sur le web. Il dit, j'ai besoin d'une plateforme exactement comme celle-là. Mais il dit, je suis allé sur ton site et je vois pas aucune prestation possible. Je vois pas qu'on puisse acheter quoi que ce soit de consultation, que tu puisses faire ça. Est-ce que c'est un service que tu offres? Là, j'ai dit, sur le coup, je suis certain que c'est un de mes amis qui me fait une mauvaise blague. Donc, je fais juste répondre, OK, ben garde, on se reparle lundi, on est jeudi aujourd'hui, le semestre termine demain. Lundi matin, rappelle-moi, puis on pourra discuter de ça. Moi, honnêtement, ça m'a complètement sorti de l'idée à partir de là. J'ai complètement oublié ça. Et lundi matin, 9h, le téléphone sonnait. Et c'était le type, et il était vraiment sérieux. Et lui, ce type-là, ben, ce que j'ai appris après, et ça, c'est après coup, tu réalises ça, tu te dis, OK, cette personne-là a découvert sur mon podcast que j'avais organisé ça, que j'avais bâti moi-même ma plateforme, a décidé de m'appeler, de trouver mon numéro de téléphone, je ne sais trop comment, a décidé de m'appeler et de me demander de faire ça, et il me tutoie. On ne s'est jamais parlé, j'ai aucune idée. Je n'ai jamais rencontré ce type-là avant, ni aujourd'hui. 3 ans plus tard, je ne l'ai jamais rencontré. Et ce type-là m'a donné un chèque de 25 000 $ pour faire sa plateforme web. À ce moment-là, j'ai eu un déclic qui s'est produit et j'ai dit, OK, là, premièrement, il faut que je réalise la puissance de ce format de création de contenu-là. Et 2, il faut que je réalise à quel point je dois en faire un modèle d'affaires. Je dois avoir un modèle d'affaires autour de ça. Ça n'a pas de sens là, de dire que la personne m'appelle, me demande, me supplie presque de lui faire la plateforme et qu'elle n'est pas en mesure de trouver nulle part un service que je peux lui offrir. Je veux dire, ça n'a juste pas de sens. Et là, ben, j'ai développé l'Académie du podcast est née de ça, en fait. Et après ça, ben, il y a eu le modèle d'affaires derrière, mais surtout les stratégies de com derrière le podcast en tant que tel, les épisodes de podcast qui étaient créés à partir de ce moment-là. Et ça, ben, c'est quelque chose qui a changé. Si je prends, par exemple, le podcast était lancé au mois de mai 2017. Ça, c'était en mars 2018. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser sur comment structurer les discours, comment structurer du contenu de la bonne façon pour faire en sorte qu'il y ait une conversion qui soit plus facile éventuellement. Je me suis entouré de mentors et tout ça. Et bien évidemment, j'ai mis ça en action directement dans mon contenu, mais par la suite, j'ai enseigné ça aussi aux gens qui venaient vers moi pour la suite.
Il y a une vraie notion derrière ça pour moi qui est aussi en lien avec le storytelling, comment raconter des histoires. Je pense que c'est quelque chose que tu maîtrises bien forcément. Ouais. C'est quoi les fondations d'une bonne histoire qui permet aux gens de se connecter et de les rassembler? Je sais pas, il y a 50 façons de construire une histoire. Hein. Il y a plusieurs bonnes façons de raconter des histoires. Puis il y a des gens qui, naturellement, vont être de bons raconteurs. Tu sais, Bien sûr, on a des qualités innées variables. Exactement. OK? Et ça, bon, c'est comme un joueur de hockey ou un joueur de foot qui est un marqueur né. Ça ne s'enseigne pas, ces trucs-là. Tu sais, oui, on peut enseigner à faire une passe, on peut enseigner le positionnement, mais le fait d'être un marqueur né naturel, ça ne s'enseigne pas, ces choses-là. C'est de l'instinct, souvent. Donc ça, c'est sûr qu'il y a plein de trucs par rapport à ça. Mais si on veut mettre de la structure autour de ça, si on va avoir une espèce de cadre, une matrice de comment on peut raconter des histoires, il y a une chose que je remarque et qui, très souvent, dans la façon de créer le contenu, va permettre aux gens de vraiment se connecter à la personne qui raconte. Et c'est le fait d'autoriser les gens à accéder à nos émotions de créateurs. Oui, je suis d'accord. J'aime beaucoup ça. Et ça, souvent, quand on crée du contenu, sur une chaîne YouTube, quand on crée du contenu sur un podcast, le premier réflexe qu'on va avoir très souvent, c'est qu'on va vouloir créer du contenu pour simplement transmettre de l'info. Et j'ai fait la même chose, là, je l'ai dit juste avant. J'ai fait la même chose pendant presque une année complète, avant de commencer à m'intéresser vraiment à comment je pourrais raconter mieux. Comment je pourrais raconter quelque chose qui va faire en sorte que la personne après va être intéressée à aller plus loin dans mes trucs. Et le jour où j'ai commencé à réaliser à quel point c'était important de laisser les gens entrer et de leur donner accès à mes émotions, ça a tout changé. Quand j'ai commencé à leur raconter des histoires qui avaient rapport avec ça, qui leur permettaient d'accéder à mes émotions, mais aussi aux émotions de gens qui étaient impliqués dans les histoires que je racontais. Ça a tout changé. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment... et évidemment, il y a plein de structures là-dedans parce que c'est même pas... Tu sais, je suis en train de dire qu'on laisse place à l'émotion et visiblement, il n'y a pas de structure dans une émotion. Je veux dire, on peut pas préméditer une émotion. Je veux dire, on la raconte. Donc, il y a une façon de la raconter, sauf que la façon de la décrire, la façon de la rendre disponible, ça, c'est vraiment intéressant. Mais souvent, les gens vont tellement être dans leur tête lorsqu'ils vont créer le contenu, vont tellement être seulement en train de dire aux gens, ben je vais vous donner les 6 astuces, les 5 clés, les 6 erreurs que vous faites, mais il n'y a rien d'autre derrière. Donc, genre, on le voit énormément dans plein de domaines. Enfin, tu regardes un film, n'importe quel film, tout est basé sur les émotions. Bien sûr qu'il y a l'histoire. Et l'histoire va peut-être mettre le cadre derrière ça et la relation logique entre les émotions qui se passent. Mais on va voir un film pour avoir une émotion. Je pense que ça peut être la même chose quand on consomme quelque chose, nous, en tant que spectateurs sur Internet. Tout est basé sur ça. C'est à quel point on se connecte aux émotions que la personne en face nous génère, nous envoie, nous partage. Et c'est vrai que ça peut être beaucoup très cérébral. Alors qu'en fait, quand on arrive à mettre en place ça en premier, il y a une autre chose qui connecte. Tout à fait. Pour moi, c'est en rapport aussi peut-être avec la vulnérabilité, tu vois, être capable de montrer ce qu'on a à l'intérieur. Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu fais aujourd'hui, que tu arrives à faire de plus en plus, de Plus montrer facilement. aussi. Ouais. Plus facilement. Tu vois, quand on te voit de l'extérieur, on sent que tu as une certaine prestance, que tu es confiant dans le chemin que tu prends, tu vois, les décisions que tu prends, etc. Et du coup, est-ce que tu arrives quand même à laisser parler une forme de vulnérabilité par rapport à ça dans ce que tu partages et dans... tu vois, je serais curieux de te voir dans un groupe aussi, parce que je pense qu'il y a ça aussi qui va ressortir encore plus. Ben, écoute, à la base, je suis un gars de famille. Ouais. OK? Bon, j'ai 4 filles et je suis issu d'une très, très grosse famille. Sur le côté de mon père, sont 12 enfants. Ouais. Sur le côté de ma mère, sont 14. Donc, j'ai 26 oncles et tantes. OK? C'est incroyable. Donc, moi, de mon côté, cet aspect familial, aspect de groupe encore, hein, on revient à ça,
l'aspect de groupe, l'aspect des émotions. Dans le hockey, ici, c'est comparable au foot chez vous. Il y a énormément d'émotions qui est impliquée dans ça. Le Canadien de Montréal, quand il ne fait pas les séries, c'est la catastrophe. Quand il perd 2 matchs de suite, c'est la catastrophe. Et là, ces temps-ci, c'est la catastrophe pas mal tout le temps. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent à travers ça. Mais le côté... Donc, le côté sport, il y a beaucoup d'émotions. Le côté famille, il y a beaucoup d'émotions. Et j'ai toujours été quelqu'un comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui est un gars de gang, un gars de famille. Et j'essaie d'amener ça dans mes groupes. Et j'essaie d'amener ça de plus en plus. Je pense que j'y parviens quand même pas si mal là, depuis, je dirais, la dernière année et demie, 2 ans, dans mon contenu aussi. Le fait de laisser accéder au côté vulnérable et tout ça, je pense que j'y parviens de mieux en mieux, de plus en plus. Et dans les groupes, que ce soit avec mes clients, que ce soit avec les gens qui viennent, par exemple, dans un challenge, quand on fait des challenges, puis on ouvre les portes, puis on montre aux gens comment ils peuvent démarrer leur podcast. Donc, on a un challenge qu'on fait régulièrement, c'est comment lancer ton podcast en 5 jours. Okay. Donc, ça, c'est la promesse du challenge. On a souvent plusieurs centaines de personnes qui viennent sur le challenge. Et la chose qui ressort je pourrais donner la page de témoignages des gens qui nous laissent leur témoignage à la fin du challenge. Et je dirais 3 fois sur 4, ce qui ressort de ça, c'est l'énergie. Ouais. L'énergie qu'il y a là dans le groupe, l'énergie qu'il y a là dans à quel point la passion, l'énergie du groupe, comment ça me transporte. Puis c'est comme ça qu'on soit 12 comme on était au Mexique ou qu'on soit 25 ou 30 dans un groupe de clients, par exemple, d'accompagnement continu qu'on a ou qu'on soit plusieurs centaines, c'est exactement la même chose. Donc ça, et de laisser accès à la vulnérabilité, j'ai appris à faire ça graduellement en me permettant de le faire. Et spécialement dans les challenges, là, c'est un super cadre challengeant. Ouais. Comment tu dis? Je dis c'est un super cadre pour le faire. Je pense que ça s'y prête très bien. Exact. Tu vois, une formation où il y a des choses qui sont beaucoup plus chacun dans son coin. Le challenge, c'est ça, c'est l'énergie, c'est le rassemblement. On est presque là pour ça aussi. Exact. Sinon, on le fait chacun dans son coin et c'est... Ouais, et c'est sur une très courte période. Mais ce que j'ai réalisé, et ça, c'est après avoir discuté avec plein de mentors et tout ça, là, qui me conseillent dans ça aussi également. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que quand tu arrives à la fin d'un challenge, évidemment, il y a une transaction à la fin, il y a une offre qui est faite pour les gens qui veulent poursuivre. Et le moment où ces gens-là se sentent le plus en confiance, c'est quand justement tu leur donnes accès à ces choses-là. C'est quand justement tu ouvres le kimono. Ouais. Et que là, il n'y a plus rien et on est complètement nu comme un verre et c'est ça. What you see is what you get. Et en même temps, c'est sincère aussi, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est vraiment aller... on est dans une société où tout le monde nous encourage, en tout cas, longtemps on nous a encouragé à mettre beaucoup de façades. Tu sais, à dire, bah voilà, si je suis entrepreneur, il faut que je sois sérieux, qu'on me prenne au sérieux. Et là, tu vois, c'est presque le conseil inverse. C'est OK, je vais montrer aussi ce qu'il y a de fragile, ce qu'il y a de vulnérable, ce qu'il y a de... Ouais, les émotions derrière. Et c'est contre-intuitif. C'est pour ça qu'on a du mal encore à se défaire de la façade. Ouais. Mais je vois chez énormément de créateurs à quel point le moment où tu lâches prise, le moment où tu décides d'ouvrir et de montrer c'est des sentiments, il y a une sincérité qui connecte aussi énormément avec les gens en face. Oui, puis j'irais même plus loin que ça. Au-delà du simple sentiment qui est ressenti après, dans une situation XY, la force des échecs, c'est parce que, bon, on voit des grands entrepreneurs de ce monde, on les voit aujourd'hui, là. On voit Elon Musk, Steve Jobs, n'importe quel, Gary Vaynerchuk. On voit ces gens-là, on les voit aujourd'hui avec des millions de gens qui les suivent. Mais Gary Vaynerchuk, là, il a été reçu par un podcasteur francophone qui est un de mes amis qui m'a présenté au monde du podcast. Il a été reçu sur un podcast francophone de un de mes amis qui, je veux rien lui enlever, là, mais il y avait à peine 40 épisodes de fait. En 2012. Il était à des années-lumière de ce qu'il est aujourd'hui, le Gary Vee qu'on connaît. Moi, je suis allé voir la première vidéo de Gary Vee. Tu vois un pauvre gars, en fait. Qui présente son vin, là. Exactement, tu l'as vu aussi. Ouais. Qui présente du vin. La vidéo est pourrie. Il n'y a rien, il n'y a aucune qualité. Mais c'est ça, justement, que je voulais aller voir, tu vois. C'est intéressant de voir ce début-là.
10 ans, 15 ans avant que des gens que tu estimes qui sont devenus presque des superstars, on peut le dire. C'est intéressant de voir voilà, l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé au début et qui c'était avant d'être effectivement ceux que tu admires, quoi. Exact. Et ça revient à dire un peu ce qu'on disait il y a quelques instants, quand on parlait des Québécois versus les Européens, ben, la première itération de Gary Vee, ce qu'on voit avec son Wine Library qui est en train de présenter et qui ne sait pas trop ce qui s'en va avec sa caméra, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est carrément pas le même gars. Mais ce type-là, s'il avait continué de se demander comment il pourrait faire la vidéo de mieux en mieux, avant de la faire, il serait peut-être encore en train de se poser des questions sur comment faire cette foutue vidéo. Puis il serait pas devenu le Gary Vee qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est exactement ça. Steve Jobs, s'il n'avait pas fait son premier iPod, on n'aurait pas des iPhones dans nos poches aujourd'hui. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut... Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Commencer par faire, être dans la prise d'action, et ensuite le reste suit. Ouais, ça fait ça. Tu as une sacrée expérience, Marco, globalement de vie, avec plein d'aventures différentes, on va dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris parfois de manière brutale et que tu aurais aimé, en tout cas, que tu aurais aimé apprendre avec plus de douceur et qui pourrait nous aider aussi à tirer ça? Bon, il y a plein de choses. Hein. Quand on regarde en arrière, s'il n'y a rien qu'on... Ça a été quoi les plus gros apprentissages brutaux? Donner accès à à l'émotion quand on crée du contenu, ça a été un game changer. Et tu sais, c'est probablement parti d'un certain moment. Je me rappelle, à un moment, j'étais entraîneur au hockey, puis tu vas voir, on s'en va complètement ailleurs, mais j'étais entraîneur au hockey, puis à un certain moment, j'étais un jeune étalon, bouillant, entraîneur. Plein d'énergie. Qui était, beaucoup trop d'énergie, qui faisait vraiment suer ses joueurs dans tous les sens du terme. Et à un certain moment, il y avait eu, je me rappelle d'un entraînement où ça a été un entraînement punitif incroyable. Les joueurs avaient été presque tous malades après l'entraînement, tellement j'avais été intraitable. Et après cet entraînement-là, à un moment donné, il y a eu mon gérant à l'époque, qui n'était même pas impliqué, c'était pas un parent de joueur, c'était simplement quelqu'un qui était gérant pour moi, qui me donnait un coup de pouce, et qui est venu me voir après l'entraînement, puis il me dit « Marco, ça fonctionne pas. Ça, non. Ça, c'est non. » Et j'ai dit « oui, ça va être oui, c'est comme ça que ça fonctionne, et tout ça. » Là, il dit « C'est non, parce qu'on est en train de perdre des joueurs. Il y a des joueurs qui vont retourner chez eux, qui ne voudront plus jouer pour toi, parce que ça n'a pas de sens ce que tu es en train de faire. » Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai décidé de gérer mes émotions en les gardant pour moi. Et c'était une erreur, en fait. J'aurais dû j'aurais dû gérer les émotions, continuer de les laisser sortir, mais apprendre à les communiquer, plutôt que simplement juste les réprimer puis les garder à l'intérieur. Et ça, je te parle de ça, là, je devais avoir 20 ans à ce moment-là. Puis j'entraînais des jeunes de 15. Et avec le recul aujourd'hui, c'est probablement ce qui m'a empêché de devenir un entraîneur. Moi, j'ai été entraîneur au niveau semi-professionnel, au hockey, tout ça. C'est probablement ce qui m'a empêché d'être un entraîneur au niveau professionnel au hockey. Parce que ça aurait probablement été une avenue qui aurait été possible pour moi de faire. Mais cet événement-là qui s'est passé, il y a probablement un peu de ça qui a fait que ça m'a fait reculer. Et avant de réaliser à quel point les émotions, il y avait de la force là-dedans, plutôt que simplement juste les mettre derrière et les gérer moi-même et juste laisser filer ce qu'il fallait que je laisse filer, il s'est passé bien des années. Ouais. Donc ça, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, mais c'est une autre façon de le dire à quel point c'est tellement puissant. Et c'est correct de ressentir de la douleur, c'est correct de ressentir de la colère et tout ça, et d'apprendre à les verbaliser, d'apprendre à les laisser transparaître pour faire en sorte, et même dans le contenu, et même avec nos employés, et même avec tout le monde, si on réussit à faire ça, on est gagnant définitivement. Ouais, et puis je pense que c'est cool de pouvoir verbaliser aussi des choses que tu ressens et le partager en fait à tous les gens auxquels tu le communiques. Ils le voient en fait et ils sont humains aussi comme toi, et donc ils vont pas le réceptionner en disant « Ok, t'es fatigué ou t'es en burn-out ? Ah bah je vais pas te lancer des tomates dessus et t'enterrer encore plus, quoi. On est humain.
on est humains tous les deux, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a au cours de ta vie, au cours des dernières années, est-ce qu'il y a un concept qui t'a particulièrement aidé, toi, à avancer, à progresser? Un truc qui est un peu un principe de vie qui est fort pour toi? Un principe de vie, je dirais, apprendre à me laisser accompagner. Très intéressant. Ouais, parce que, bon, tu auras compris avec 21 entreprises que j'ai l'habitude de faire les choses de ma façon. Ouais. Hein? C'est pour ça que je te disais, on sent une confiance chez toi, dans le bon sens, hein. Ouais, ouais. Mais on sent que t'as l'expérience qui amène aussi la confiance et ok, t'es une force de la nature. Ouais. Mais vient avec ça l'ego. Et donc, plus l'ego est grand, mais souvent, plus c'est difficile d'admettre qu'il va y avoir des trucs qui ne seront pas on point, qu'il va falloir corriger, qu'il va falloir accepter qu'on va se faire aider sur ces choses-là. Demander de l'aide. Demander de l'aide et oser s'abandonner à ça aussi. Oser s'abandonner à ça. Oser aller chercher l'expertise de gens qui ont marché le chemin avant toi dans certaines sphères d'activité qui ont réussi déjà. Des gens qui ont marché ce chemin-là que toi, tu aspires à marcher éventuellement. Et d'accepter simplement de s'abandonner à cette personne-là et de se laisser guider. Et ça, c'est beau, on le reconnaît quand j'ai été pendant une bonne dizaine d'années un consommateur compulsif de formation en ligne. Et je suis un super bon étudiant, là. Je consomme les formations de A à Z. Le step suivant, c'est d'avoir la personne pour nous accompagner. Parce que c'est pas juste d'avoir une formation et de... D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai fait la formation de l'académie, qui s'appelle Podcaster Pro, ça a été pensé en fonction de... Je veux pas juste donner du contenu, je veux aller plus loin que ça. Je veux aller... Et tout de suite, après avoir mis la formation en ligne, qui, je pense, est beaucoup plus complète que bien des formations que... Bon, évidemment, je suis un peu biaisé, mais c'est beaucoup plus complet que bien des formations qui existent sur d'autres domaines. Je parle en termes de structure, en termes de façon que la formation est bâtie. Mais tout de suite après, pas longtemps après avoir fait la formation, tout de suite, il y a eu le programme d'accompagnement continu qui a vu le jour. Pour faire en sorte qu'on continue de tenir la main de ces gens-là qui veulent être là, qui veulent continuer d'avancer, qui veulent avoir la communauté, qui veulent accepter de dire ça, moi, je suis pas un expert là-dedans, j'ai pas le sentiment d'avoir ce qu'il faut pour le faire, même si j'ai peut-être toutes les informations dans la formation, mais j'ai besoin d'avoir un peu plus loin, j'ai besoin d'avoir... Chercher une main qui peut t'aider. Exactement. Et ça, juste de prendre, parce que c'est beau de le savoir, mais d'en prendre conscience et d'accepter de se faire aider comme ça, et de prendre la main de la personne et de se tirer vers le haut. C'est quelque chose. C'est spécial. Ouais. Alors, je vais creuser avec toi. Sur quoi tu as demandé de l'aide, toi, ces dernières années? Spécialement sur les trucs qui me... Comment je pourrais dire ça? J'ai tendance à créer des entreprises. J'ai eu tendance à créer des entreprises et à vouloir générer les revenus moi-même et de vouloir gérer tous les trucs par moi-même. Et je me suis rendu compte que avec le recul, il y a des façons il y a des effets de levier qui sont vraiment intéressants à regarder. Et il y a surtout des collaborations qui sont vraiment intéressantes aussi. Donc, quand on est avec des groupes d'entrepreneurs qui sont vraiment top-notch, ben, il y a plein de possibilités de partenariats qui peuvent voir le jour et qui font en sorte que il y a un effet de levier incroyable sur ton entreprise par la suite. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, d'avoir des partenariats et d'accepter d'avoir ces partenariats-là et d'accepter de donner en retour aussi également. De ne pas juste venir prendre, d'accepter de donner en retour également. Et l'autre chose aussi, c'est d'accepter de se détacher du résultat. Et ça, c'est à l'opposé de ce que je viens de dire. Mais détacher au sens de on se prépare, on fait un truc, on bosse comme un malade pour arriver le plus près possible à présenter notre truc.
Et une fois qu'on est en train de le présenter, une fois qu'on décide de faire l'action de présenter cette chose-là, on se détache du résultat final. Parce que, bon, on a fait ce qu'il y avait à faire, on est bien préparé, on s'est bien entouré, on a géré notre énergie. On est parfait, là. C'est-à-dire, on peut pas... au moment où on se parle, on ne pourra pas être mieux que ce qu'on est là. On a tout géré ce qu'on avait à gérer. Ouais. Parfait. À partir de ce moment-là, on se détache du résultat, qui est souvent un résultat financier, et On passe à la suite. on passe à l'action dans la présentation, mais surtout dans l'énergie avec les gens. Ouais. Et c'est ce qui nous permet de nous connecter. Et quand on est connecté, nécessairement, les gens le ressentent. Donc, voilà. Je suis allé chercher de l'aide là-dedans. C'est cool que tu nous partages ça. Ouais. Je trouve ça honnête aussi. Et on parlait de sincérité tout à l'heure. Ouais. C'est cool. Podcast. Un bon podcast, ça a quoi comme qualité? Il y a plein... Il y a plein de réponses, mais toi, Ouais. quand on voit passer beaucoup, Ouais. qu'est-ce que tu retrouves? Bon, évidemment, je vais parler brièvement de technique parce que c'est vraiment pas ça le nerf de la guerre. Je pense que les gens vont penser d'emblée que ça prend le bon équipement, ça prend le bon environnement et tout ça. Souvent, c'est l'inverse. Hein. Bon, oui, exact. Ça prend d'abord le bon environnement et ça prend l'équipement par la suite. Mais de toute façon, ça, la seule chose que ça nous prend, c'est quelque chose qui n'est pas dérangeant. Pour la personne qui écoute, là. À partir du moment où le son n'est pas dérangeant, que c'est pas quelque chose d'irritant qui fait en sorte que la personne décroche, on est correct. Donc ça, avec la qualité des appareils qu'on a aujourd'hui, des appareils intelligents, avec une bonne paire d'écouteurs boutons, généralement, on va aller chercher un 6, 6,5, 7 sur 10. Tout le monde serait bien. Tout le monde a ça sur la main. Ce qui est très marrant, c'est que de manière générale, hein, dans la création, on va se concentrer beaucoup sur cet aspect-là technique avant le reste, alors qu'en fait, c'est le reste qui est le plus important. Tu vois, c'est comme le joueur de tennis qui pense à sa raquette avant de savoir comment frapper un coup droit ou un smash ou un revers, quoi. Exact. C'est en plein ça. Donc, évidemment, c'est ça. Si on continue les analogies avec le joueur de tennis ou le joueur de badminton, je pense que toi, tu es un joueur de badminton. Donc, comment tu sais ça? Juste la structure derrière. Ah, moi aussi, je fais des recherches. J'adore. Donc, juste le fait de... Juste la structure derrière, la stratégie derrière. D'abord, si on ne sait pas à qui on s'adresse, ben, on parle à personne. Ou si on veut parler à tout le monde, on parle à personne. Donc, de vraiment bien déterminer ces choses-là. Puis ça, on le sent assez rapidement. Parce que quand on écoute un podcast, on va écouter un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes. On le sait, là, si ça s'adresse toujours à la même personne ou si on ne sait pas trop où on s'en va. Puis aujourd'hui, on s'adresse à tel type d'individu. Puis demain, c'est un autre truc. Donc, ça, c'est sûr que ça mène nulle part. Quand on essaie de dire... Et ça, c'est malheureusement une erreur qui est trop souvent commise. Les gens qui viennent dans le challenge dont je te parlais tantôt disent, ben oui, mais moi... C'est pour tout le monde. Ah oui, moi, c'est un sujet qui est large. Tout le monde peut bénéficier de ce que je vais avoir à dire. OK, oui, parfait. Mais viens pas me dire que tu vas raconter la même histoire à quelqu'un qui a 77 ans, qui est grand-maman de 3, et quelqu'un qui vient tout juste de sortir du collège. Là, si tu me dis que tu racontes la même histoire, c'est que tu n'as rien compris. Parce que c'est sûr que ils vont pas raisonner sur la même histoire. Donc là, à partir de là, j'avais pas pensé à ça, OK, mais je peux vraiment m'adresser à la grand-maman et à la... OK, mais choisis. Parce que tu pourras pas être optimal dans la façon de le faire. Donc ça, c'est souvent une erreur qui est faite. Et l'autre erreur que je dirais qui souvent mène dans le mur, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une statistique qui dit que 80% des podcasts ne se rendent pas au 7e épisode. 80% des podcasts qui sont lancés ne passent pas le cap de 7 épisodes. Et très souvent, ça vient du fait que les gens vont créer leur podcast avec en tête seulement ce qu'ils veulent transmettre comme connaissance. Et ils oublient l'animateur. Donc, à partir du moment où on met l'animateur en ligne de compte et qu'on tient compte des passions de l'animateur derrière et qu'on essaie de faire un sujet de podcast, une thématique de podcast. Quand je dis podcast, là, moi, je parle de l'ensemble des épisodes. Hein. Je ne parle pas d'un épisode en particulier, je parle de l'ensemble des épisodes. Si on essaie de créer un contenu qui va aller à la fois avec les expertises et compétences de la personne,
mais aussi à la fois avec ses passions. Peux-tu juste imaginer à quel point là, on vient avec une foule de possibilités en termes de création de contenu? Un spectre hyper large. Exact. Ouais. Et ben, ça va se coller beaucoup plus à ta réalité aussi. Donc, toi, en tant que créateur, c'est beaucoup plus facile de trouver des sujets, beaucoup plus facile d'avoir du plaisir à créer ton contenu quand tu te colles avec un sujet qui est ton expertise, mais à la fois aussi tes passions. Ça t'aide à passer le cap des 7 épisodes. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il faut que je parle plus de badminton dans mes interviews? Pourquoi pas? Tout à fait. Les références avec le badminton, pourquoi pas? On vient de faire des métaphores sur le tennis, ça aurait pu être le badminton. Exactement. Ouais. Et on revient au truc que tu disais, de mettre de soi dedans. Exactement. Je trouve que c'est d'ailleurs des choses qui se vérifient vachement en dehors du podcast aussi. Les deux trucs que tu viens de dire là, parce que ça va compter partout dans tout type de création, donc ça se généralise super bien. Exact. J'ai une dernière question que je voudrais te poser, Marco. Si tu devais t'adresser à un créateur qui est au début du chemin, est-ce qu'il y aurait une idée, un conseil que tu aurais envie de lui donner pour l'aider à avancer? Ben, pas faire la même erreur que moi. Bon, premièrement, on vient de parler des deux trucs, là. Ouais. Si tu veux juste avoir une idée de comment te lancer, ce serait deux bonnes pistes d'abord. Okay? Ouais. Donc, de choisir ton contenu, de choisir ton sujet et savoir à qui tu parles. Exact. Donc, ça serait la première chose. La deuxième chose, ça serait, et là, je dis pas ça parce que c'est ce que je fais, je dis juste, trouve quelqu'un pour t'entourer. C'est nous, c'est parfait. C'est quelqu'un d'autre, c'est encore parfait. Mais entoure-toi de quelqu'un. Il y a plein de gens. Quand on fait de la publicité là, pour amener des gens, on fait de la publicité sur Facebook pour dire aux gens, venez sur notre challenge qui est gratuit pour lancer votre podcast. Il y a plein de gens qui partagent en commentaire, qui viennent dire, oui, mais pourquoi 5 jours? Ça ne prend pas 5 jours lancer un podcast, ça prend 2 heures. À chaque fois, je me dis, OK, donne-moi ton lien. Je veux aller écouter ton podcast. Que ça a pris 2 heures à lancer, là, je vais aller l'écouter parce que forcément, il y a des trous dans ta structure. Tu ne peux pas avoir mis en place la structure. Il y a des gens qui ont même passé des 5 jours pour mettre la structure en place. Parce qu'il y a de la réflexion à mettre. Il y a des gens qui mettent 6 mois à lancer un podcast. Ça prend du temps, ça ne s'improvise exact. Pas. Tu t'improvises pas. Enfin, tu peux t'improviser, mais pour quel résultat? Mais c'est ça, tu improvises le résultat aussi. Hein? C'est ça. Est-ce que tu peux... Moi, je m'adresse à des gens qui veulent faire en sorte qu'ils vont créer du podcast, qui vont créer du contenu en format podcast et qui vont l'utiliser pour bonifier l'expérience client autour de leur marque, autour de leur entreprise. Je m'adresse à ces gens-là. Est-ce qu'on peut improviser les résultats de notre entreprise? Je pense pas. Je pense que quand on fait une action dans une entreprise, on veut s'assurer qu'on a une bonne idée de vers quoi on veut aller avec le résultat de l'action qu'on va poser. C'est exactement la même chose avec le podcast. Est-ce que tu veux dire, OK, je vais créer du contenu? Je pense que ça devrait être correct, mais tu n'as aucune certitude, je ne suis pas certain. Donc, je fais juste dire, trouve quelqu'un pour t'entourer, qui l'a déjà fait et qui est en mesure de t'aider. Voilà. J'approuve ces sages paroles. Et comme tu dis... ça peut être de plein de manières différentes, ça peut être un binôme, ça peut être quelqu'un qui est en avance sur toi dans le chemin, ça peut être plein de choses, mais exact. On avance mieux bien entouré. Tout à fait. J'ai un petit cadeau pour toi, pour terminer. J'offre à chaque fois un petit livre ou une bande dessinée à mes invités. Et donc j'ai un petit livre à t'offrir, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, qui s'appelle Outliers. Tu connais Malcolm Gladwell? Non. Wow, c'est un auteur incroyable aux US qui est juste passionnant, qui a écrit pour beaucoup de journaux. Je ne sais pas si c'était le New York Times ou autre. Donc, il est un très très bon storyteller. Et il a écrit plusieurs bouquins, dont un qui s'appelle The Tipping Point, qui a été très connu, qui s'appelle Le Point de bascule en français. Okay. Et dans Outliers, il fait une analyse très intéressante sur la performance et ce qui permet à certaines personnes, comme Bill Gates, comme les pilotes d'avion, comme tous des performeurs, d'atteindre un haut niveau de performance. Et il montre comment c'est pas juste beaucoup de travail, etc. et qu'il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte. Et il y a des anecdotes absolument démentes qui, comme moi, il y a un truc qui m'avait choqué sur dans les années 90, les compagnies, je crois que c'était sud-coréennes ou japonaises, les compagnies d'aviation avaient beaucoup d'accidents. Et donc, ils expliquent pourquoi ça sort des statistiques normales et comment ils ont... Okay. C'est juste génial. Outliers, c'est vraiment... Est-ce que tu as lu ce livre-là? Ouais, okay. Bien sûr. J'offre que des trucs que j'ai lus moi-même. Parfait. Donc, Outliers, c'est l'anomalie statistique, en fait. Okay. Et donc, il va autant te parler de Bill Gates que des compagnies d'aviation qui se crashaient et d'où est-ce que ça vient, en essayant de décortiquer un peu ces
comment on peut dire, caractéristiques du succès aussi et de la performance. Très cool. Ben d'abord, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci. Et je vais m'engager envers toi, premièrement, de le lire, évidemment, Tu me diras. mais aussi de t'inviter sur un podcast avec moi pour venir en discuter. Avec grand plaisir. Donc, quand il sera terminé, quand je l'aurai terminé, Avec je grand plaisir. t'inviterai, puis on discutera du livre. Bah, ça me permettra de remettre le nez dedans parce que je l'ai lu il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, Ok. avec grand plaisir. Mais Voilà. vraiment, je pense que ça va beaucoup te plaire. J'en doute pas. Merci beaucoup. Marco, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. C'était une vraie belle discussion et merci de ton ouverture aussi. C'était vraiment très chouette. Merci beaucoup de l'invitation.